Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, notre débat. Je vous rappelle que je reçois tout à l'heure, à midi, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Nous allons parler évidemment de la réforme des retraites et j'ai beaucoup de questions à lui poser sur la réforme des retraites. Évidemment, tiens, juste une petite question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à durcir la loi sur le service minimum? Je lui poserai la question parce que j'ai entendu cette petite musique. Donc nous verrons bien tout à l'heure avec Olivier Dussopt. Bien. Les retraités sont-ils des privilégiés? C'est le débat 11h, 12h ce matin sur Sud Radio. Vous savez que tous les jours, nous avons un débat entre 11h et midi. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à apprécier ces débats. Les retraités sont-ils des privilégiés? Existe-t-il en France une retraité-phobie? Ça, c'est Serge Guérin qui emploie ce mot, cette formule, retraité-phobie. Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société. Serge Guérin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, Mathieu Slama, qui est essayiste. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Coquet, qui est économiste à l'OFCE. Bonjour, Bruno Coquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que les retraités français sont des privilégiés? Qui veut ouvrir le débat? Serge Guérin, allez-y. Alors c'est vrai qu'on entend souvent cette expression. Oui, ils sont tous riches, ils profitent du système, ils nous coûtent très cher, j'en passe et des meilleurs. Et alors, comme souvent d'abord, hein, quand on regroupe tout le monde, bah, la masse est par nature presque, je dirais, une erreur. C'est-à-dire que globaliser comme ça ça dit pas grand-chose, quoi, du réel. Alors, la première chose, et souvent, et je pense que notre économiste y reviendra, c'est, on va dire, oui, mais d'abord, les retraités ont des revenus supérieurs aux actifs, par exemple. Et donc, c'est pas bien, c'est pas normal, dans les autres pays, c'est pas comme ça, et ils devraient pas, puisqu'après tout, ils travaillent pas, sous-entendu, ils foutent rien, c'est une charge, et en plus, ils gagneraient beaucoup. Alors, la réalité, elle n'est pas du tout celle-là, d'ailleurs. Une partie des retraités ont des revenus élevés, c'est vrai, souvent parce qu'ils ont eu des carrières où ils ont été bien payés, d'autres retraités ou au contraire des revenus extrêmement faibles. Et sur les moyennes, alors on peut discuter, ils sont globalement aujourd'hui en moyenne, ils sont un tout petit peu plus de revenus que l'ensemble des plus de 18 ans, c'est-à-dire l'ensemble dit des actifs. Alors là, ça va faire très ringard, très réac, très conservateur. Mais moi, je considère que quelqu'un qui a travaillé 40 ans ou 45 ans, il est normal qu'il gagne plus que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Mais je sais, c'est pas bien. Voilà. Mais je trouve qu'il y a une logique à ce que des gens qui ont travaillé toute leur vie ont des revenus, et même parfois pas suffisants, et des revenus qui leur permettent d'avoir une vie décente. Ça pourrait être presque le premier débat, quoi. Mathieu Slama, non, les retraités français sont des privilégiés ou pas? En fait, quel retraité? Parce qu'en fait, évidemment, les retraités qui ont des petites retraites, parce que je crois qu'il y a 10% de retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est quand même, bon, ces retraités-là, non, ce ne sont pas des privilégiés. Il y a même des seniors qui ont ni retraite, ni emploi, qui vivent des minima sociaux, donc il faut savoir de quoi on parle. Mais en revanche, si on parle des retraités bourgeois, des seniors bourgeois qui ont des retraites confortables, qui sont propriétaires, etc., je crois qu'on a un problème qui est de plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'abord, c'est eux qui déterminent comment la politique est menée en France. Parce que c'est eux qui vont voter, c'est eux qui votent généralement pour choyés par le pouvoir. Mais bien sûr. Pourquoi cette réforme une des raisons de cette réforme des retraites, c'est pour plaire à un électorat, parce que Emmanuel Macron, lui, dépend, alors peut-être pas exclusivement, mais dépend principalement d'un électorat âgé, aisé, et qui vote pour lui pour préserver leur niveau de vie, etc. Donc forcément, la politique qui va être menée va être une politique plutôt conservatrice, plutôt peu protectrice des droits sociaux, et donc forcément qui amène à des politiques qui pour moi sont antisociales, comme la réforme des retraites. Et juste pour finir là-dessus, c'est le problème au fond, c'est pas tellement les vieux, c'est pas tellement les seniors, c'est pas tellement les retraités. Si je devais être caricatural, le problème, c'est une partie de la bourgeoisie qui décide de garder coûte que coûte ses privilèges et qui refuse la solidarité. Et moi, je comprends la jeunesse, je comprends une partie de la jeunesse qui se dit on est les grands sacrifiés, le gouvernement ne fait rien pour nous, on va devoir travailler plus que nos aînés. En plus, quand vous voyez les jeunes qui font la queue devant l'aide alimentaire, etc., je comprends qu'il puisse y avoir cette espèce de fracture qui, en fait, pour moi, n'est pas générationnelle, mais qui est d'abord de classe. De classe, avant d'être générationnel. Alors, Bruno Coquet, quelle est la réalité? Vous êtes économiste, vous connaissez bien le sujet. Quelle est la réalité? Est-ce que les retraités français sont des privilégiés?
Si le privilège c'est d'échapper à la réforme, on va dire que oui. Oui. Donc oui. ça c'est déjà un point. Après ça, le président de la République a dit au premier Conseil des ministres de l'année qu'il fallait pas raisonner en moyenne. Oui. Donc du coup, si on raisonne ne raisonnons pas en moyenne. Comme l'a dit Serge Guérin, en moyenne, il est vrai que les seniors, les retraités français ont des retraites plutôt élevées par rapport à la moyenne des oui, autres mais les pays. pensions des retraités baissent. Alors. Toutes les pensions elles baissent et elles vont baisser. Alors, et elles vont continuer à baisser. Ça dépend du contexte économique. La façon dont elles sont indexées sur les prix plutôt que les salaires veut dire qu'elles baissent quand l'emploi et les salaires vont bien et qu'elles montent relativement inversement. Donc, du coup, mais bon, là, on est un peu dans la technique. Donc, c'est pas un privilège que de. Alors, j'ai vu des études. Vous allez me dire si ce qu'elles valent. J'ai vu des études, Bruno Coquet, qui nous disent quoi? Qui nous disent que les pensions des retraités, les revenus des retraités les plus riches ne montaient plus ou montaient moins que les revenus des retraités les plus modestes. C'est vrai ou c'est faux, ça? Je connais pas cette étude, mais ça me semble tout à fait plausible, oui, bien sûr. Pour une raison déjà, c'est que on est parti en 1945 d'un système assurantiel. Oui. C'est-à-dire où les retraites étaient assises sur les contributions. Aujourd'hui, et la réforme actuelle en témoigne aussi, on fait essentiellement de la redistribution. Donc c'est une différence profonde. Et quand on fait de la redistribution, mécaniquement, on va la faire des riches vers les pauvres, hein, si je veux simplifier. Donc oui, ça me semble plausible. Après, il ne faut pas regarder que le revenu, il faut regarder le patrimoine aussi, et donc du coup les dépenses. Et donc là, les inégalités de patrimoine se sont plutôt creusées quand même. Alors justement, le patrimoine, plus des 2/3 des retraités français sont propriétaires aujourd'hui. Doit-on le leur reprocher, Mathieu Slama? Non, l'idée, c'est pas de reprocher ou quoi que ce soit. L'idée, c'est encore une fois les inégalités. Parce que, au fond, je crois que le chiffre, alors je parle sous votre contrôle, mais je crois que 60%, c'est une majorité de retraités ou quoi que ce soit qui, en tout cas, sont propriétaires. En tout cas, ils sont surreprésentés. Et 2/3 des retraités sont propriétaires. Ils sont surreprésentés, voilà. Ils sont surreprésentés les enquêtes, dans les propriétaires. Et pour moi, en fait, la question centrale, encore une fois, c'est comment on fait de la redistribution dans le pays et comment on gère les inégalités. À partir du moment où vous avez une réforme des retraites qui, non seulement refuse l'idée qu'on va faire contribuer un peu plus les personnes aisées, et notamment on refuse de toucher aux retraites importantes, ça veut bien dire qu'il y a un choix politique qui est fait derrière. Et quand je vous entends dire, finalement, on est dans un système qui favorise plutôt les pauvres que les riches, etc., moi, je suis un peu étonné, parce que j'ai l'impression plutôt le contraire. C'est-à-dire que le choix politique qui est fait quand même, c'est on va vous faire travailler plus pour protéger les retraites, notamment des plus aisés. Et ça, pour moi, c'est très problématique, même du point de vue de la cohésion sociale. Alors, je vais revenir sur... doit-on faire participer les retraités les plus riches? Ah oui, moi je pense que oui. Oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Comment? Nous verrons comment. Est-ce que... Attendez, les retraités ont travaillé toute leur vie, se sont enrichis pour certains grâce à leur travail aussi. Oui, alors bien sûr, mais si on rentre là, on a un sociologue ici, on a un sociologue qui nous expliquera que aussi la répartition des richesses dépend aussi de facteurs qui ne sont pas le seul mérite individuel. Donc déjà ça, je pense qu'il faut aussi mettre un peu de rationalité là-dedans, mais je pense très sincèrement qu'il faut faire contribuer évidemment les retraités les plus aisés. Et encore une fois, je parle des plus aisés, évidemment. Moi, c'est une question de solidarité. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. La retraite, globalement, c'est une assurance. Hein, c'est ce que nous a dit le CNR en 1945. Oui, bon, voilà. Donc l'assurance, c'est fait pour être contributif. Plus vous cotisez, plus vous gagnez par rapport à ce que vous avez cotisé. Après, on a de la redistribution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de redistribution. Mais la redistribution, ça se finance autrement. Ça se finance par l'impôt. Lorsqu'on fait de la redistribution avec un système assurantiel, ce qu'on a fait pour l'assurance chômage, ce qu'on fait pour le système la réforme des retraites actuelle, on fait de la redistribution avec des cotisations. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que ça va décourager les gens qui contribuent le plus au système, donc les plus aisés, de continuer de contribuer au système. Donc, parce que en fait, ils vont continuer de payer pareil, mais de bénéficier moins. Et donc, du coup, on a quand même ce souci qu'il ne faut pas regarder une réforme d'un dispositif d'assurance
comme si elle fonctionnait comme une réforme d'aide d'aide aux plus pauvres, quoi. C'est très très différent. Oui, vous voulez moi, quelque chose, Mathieu Sabat? Moi, je suis pas, vraiment très rapidement, promis. Moi, je suis pas d'accord avec ça pour une raison très simple. On nous dit aujourd'hui que le système de retraite est déficitaire à 10-12 milliards d'euros. Oui, on ne va pas s'attarder sur les chiffres du corps, parce que alors là... Mais, en plus, c'est le grand débat. Des prévisions, en plus. Mais en plus, ce sont des prévisions. Mais rendez-vous compte, alors on se dit 10 milliards, c'est énorme, etc. Mais les aides aux entreprises, c'est plus de 150 milliards. Et vous... Non, mais ça, c'est fondamental. On change de sujet, là. Non, parce que ça veut bien dire que quand vous parlez de redistribution, mais l'argent, on peut le trouver quelque part. C'est des choix politiques derrière. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire financer le système de retraite en conservant notre système égalitaire de redistribution, en prenant un peu sur les aides aux entreprises, des actionnaires, etc. C'est un autre débat. Mais pour moi, c'est ça, parce que c'est la protection, encore une fois, de notre modèle social. C'est un autre débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les retraités sont des privilégiés en France. Oui ou non. Je vous dis ça parce qu'il y a cette petite musique qui est en train de circuler ici ou là, où c'est vrai, dans le cadre, en marge de cette réforme des retraites, on l'entend, cette petite musique, Serge Guérin. Absolument, c'est ça que je trouve assez dérangeant, parce que... ce qui est très intéressant derrière, c'est pourquoi on a inventé la retraite. Il y a la question économique, assurantielle. D'ailleurs, c'est dit... parce qu'il y avait des gens qui l'avaient avant, d'ailleurs c'est l'héritage des régimes spéciaux, qui l'avaient depuis très très longtemps. Il y a des gens qui cotisaient pour la retraite et qui mouraient avant même d'en profiter. Les syndicats parfois disaient c'est la retraite des morts, d'une certaine manière. Donc là, on a dit, après le compromis du Conseil national de résistance, 65 ans, et pour tout le monde globalement. Et à l'époque, c'était 3 millions de personnes. Et puis les choses, elles ont aujourd'hui, on a 17-18 millions de personnes qui en bénéficient, et c'est pas pour 3 ans, c'est pour 20, 25, 30 ans. Donc c'est inventer quelque chose d'autre, un temps nouveau, comme on a inventé le temps de la jeunesse. Un nouvel âge complet. Et aussi, du coup, c'est inventé aussi une autre manière de vivre. C'est la question des activités. Et souvent, je dis des activités de conviction. Quand les gens peuvent faire du bénévolat, quand les gens font du loisir, apprennent une langue, que sais-je encore. Donc c'est un temps nouveau. Là, vous soulevez l'utilité du retraité. C'est l'utilité. Dans la vie sociale de notre pays. Tout à fait. Dans la société, évidemment. Oui, parce que sans eux, je rappelle qu'il y a un paquet d'associations qui seraient... Ce n'est jamais mesuré, d'ailleurs. Voilà. Et c'est toujours très difficile. Mais du coup, il y a ça. Il y a cette notion d'utilité sociale, et il y a cette notion aussi on invente d'une certaine manière une autre société. Alors après, est-ce que tout le monde en profite de la même manière? Non. Les gens qui ont une espérance de vie, souvent les gens les plus privilégiés sont aussi les gens qui ont une espérance de vie la plus longue et qui en profitent aussi donc plus longuement. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions derrière. Mais n'empêche que démarrer sur ce sont des privilégiés, je pense qu'on fausse complètement le truc. Et on ne se pose pas les vraies questions. Comment on fait pour des gens en profitent mieux, par exemple? Mais à un moment donné, après, il y a des raisons démographiques derrière tout ça. Mais non, les retraités ne sont pas des privilégiés. En revanche, ils ont inventé d'une certaine manière un nouveau temps social. Et ça, c'est super intéressant. Et plutôt que valoriser ce temps social en se disant c'est un temps d'utilité, c'est un temps aussi pour soi, ainsi de suite, on est juste en train de... Enfin, une partie de la population, ou une partie du discours médiatique... pourquoi je dis médiatique, du discours politique et autres, est en train de dire, et aussi médiatique, le discours de dire, non mais c'est pas bien, ils profitent du système. Mais ils profitent pas du système. Et je rappelle que la plupart d'entre eux, ils ont cofinancé cette affaire-là. C'est pas de l'argent qui est donné après par gentillesse par l'État. C'est des gens qui ont d'abord cotisé. Alors c'est vrai que selon leurs revenus, ils ont plus ou moins cotisé, et ensuite ils en profitent. Bien, il est 11h17. Première pause dans ce débat. J'adore ces débats entre 11h et midi avec des personnes qui connaissent le sujet du débat. C'est quand même mieux. 11h17, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h20, est-ce que les retraités sont des privilégiés en France? Évidemment, parce que dans le cadre de cette réforme des retraites, on parle finalement assez peu des retraités. Cela dit, ce sont les actifs qui cotisent et qui paient la retraite des retraités. Bon, mais Bruno Coquet, quelle remarque vouliez-vous faire? Sur le fait que les retraités soient privilégiés. Moi, je pense que ce sont les héritiers. Les retraités d'aujourd'hui sont les héritiers d'une période privilégiée. Donc c'est après-guerre, les 30 glorieuses, beaucoup de croissance. Il y avait peu de retraités dans un système par répartition. Peu de retraités veut dire peu de prestations, donc peu de cotisations payées par ces personnes. Et puis par ailleurs, un accès au logement qui a été extrêmement aisé, puisque les dettes étaient effacées par l'inflation dans les années 70 et 80. Et donc du coup... ils ont vécu une période privilégiée et aujourd'hui, leur retraite est à l'image de ça, puisque aujourd'hui on a plein de retraités. Effectivement, les actifs doivent payer beaucoup, donc ils ont l'impression que la charge est lourde et que les retraités ne font pas beaucoup d'efforts, alors que du point de vue des retraités eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, ils vivent beaucoup moins bien quand même que quand ils étaient actifs, etc. Et donc du coup, le changement d'époque, il est très sensible pour ceux qui payent. Est-ce qu'il est aussi sensible pour ceux qui reçoivent, en l'occurrence les retraités? Ça, c'est une question. Non, mais je comprends.
Non, et puis on va distinguer quand même la propriété. Je disais tout à l'heure, 2/3 des retraités sont propriétaires. Il y a propriété et propriété. Hein, un appartement, comme le disait Serge Guérin dans le Marais à Paris, n'a pas la même valeur qu'une petite maison dans la Creuse qui vaut 100 000 ou 150 000 euros. Hein, et qui est une maison dans laquelle vit le retraité qui a quitté la ville, par exemple. Mathieu Slama. Moi, en fait, je m'inquiète d'une chose, c'est que dans le discours public, le discours médiatique, et puis chez les Français, que cette rupture générationnelle devienne de plus en plus forte et qu'au final, en effet, qu'il y ait des discours, je crois, gérontophobes, hein, c'est ça le terme, qui soient de plus en plus libérés. On entend, même sur les plateaux de télévision, on entend des choses qui, moi, me choquent. Et moi, je suis absolument contre cette idée de choc des générations. Et je pense même que c'est une manière de masquer les vrais sujets qui sont encore une fois des sujets de classe. Oui, donc, mais là, sont responsables et le gouvernement et l'opposition. Ah, peut-être. Moi, parce que là, sur le plan purement politique, parce que ce soit au gouvernement ou dans l'opposition, on n'entend jamais parler des retraités. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Et aussi, la pauvreté, encore une fois, de parler de la pauvreté des seniors, la manière dont on n'en parle pas assez, je trouve. On parle beaucoup, et pas assez non plus, mais on parle beaucoup de la pauvreté des jeunes, etc. Et on devrait parler plus de la pauvreté des seniors. Mais je reviens à mon idée. Au fond, l'idée, c'est, j'ai l'impression que c'est pas tellement est-ce qu'ils sont privilégiés ou pas, parce qu'il y a encore une fois des seniors qui s'en sortent très bien et d'autres qui s'en sortent pas. C'est l'idée d'égoïsme, en fait, d'une génération. Et c'est une idée qui est beaucoup présente dans le débat. Vous pensez que les retraités sont des égoïstes? Non, je dis pas ça. Je dis qu'une partie des retraités, aisés donne le sentiment qu'ils sont égoïstes. Parce qu'au fond, on a l'impression que la solidarité, ça ne les concerne pas. Et on rejoint un peu le débat qu'on avait. On a l'impression que la crise climatique, ça ne les concerne que les pas. plus riches sont toujours égoïstes? J'ai tendance à penser que des fois, plus on est riche et plus on a tendance à l'égoïsme. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais je dis simplement que c'est ça le risque. C'est que on ait l'idée que finalement, il y a une partie de la population qui veut garder son niveau de vie, etc. Et qui finalement est prêt à sacrifier les jeunes et finalement le niveau de vie des autres. Et ça, c'est quelque chose qui s'installe dans les esprits. Et je pense que le gouvernement et les politiques de manière générale sont aussi un peu responsables de ça, au sens où ils alimentent un peu cette idée-là. Et il y a quand même une part de vérité derrière, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien que certains retraités aisés, etc., arrêtent de constamment voter pour les partis les plus conservateurs, pour les mesures les plus conservatrices, contre les mesures qui iraient vers du progrès social, du progrès climatique, etc. Voilà, donc c'est ça que je veux dire simplement. Bien, Serge Guérin. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est dit qui est très important, c'est qu'il y a une tentation d'inventer une guerre des générations, histoire, entre autres, de ne pas parler du social. Ça, je crois que là, il y a quelque chose de très très puissant. Pendant qu'on dit qu'il y a une guerre des générations, on n'explique pas ce qui se passe vraiment. Exactement. Ou pourquoi il y a des gens qui ont moins de revenus que d'autres, et ainsi de suite. Donc là, il y a quelque chose derrière qui est assez malsain. C'est globalement, les vieux riches, ils ont toujours profité du système, et les jeunes pauvres. C'est amusant parce que c'est souvent défendu par des gens qui sont eux-mêmes hyper privilégiés. Et je rappelle que pour faire un vieux riche, il a fallu souvent un jeune riche. Et c'est quand même aussi, il y a quand même si en France il y a de la mobilité sociale, n'empêche que, donc souvent, parce que j'avais déjà du patrimoine par exemple, parce que mes parents m'ont donné tout ça, et je continue d'en avoir. Donc il y a quand même cette réalité-là, et donc souvent, donc il y a une question sociale derrière, qui est une question, je crois, hyper importante. Deuxième élément, en effet, il faut donc avoir un regard beaucoup plus diversifié sur la situation des retraités, comme sur la situation des autres, par exemple. Et puis c'est vrai de se dire, après tout, l'impôt est là pour contribuer à la redistribution. Donc, qui est par exemple, d'ailleurs, ça a été fait, il y a une augmentation de la CSG. Alors, au début, c'était quasiment, au début de Macron, c'était surtout ont un taux de CSG moins haut. En fait, ils l'ont relevé pour certains. Voilà, pour quand même. Après, pour certains, mais après, il y a des contraintes. Ça nourrit. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. Ça doit être sur les revenus. Et pas sur le statut, d'une certaine manière. Donc, si vous êtes un retraité qui a des revenus élevés, il est normal, dans une vision contributive et pas assurantielle, il est normal que ces personnes-là contribuent plus. Ça, il y a une logique. Après, il faut intégrer aussi que les retraités, il y a deux éléments. On disait, avec raison, vous disiez, il y a plus de 10% des retraités qui sont en situation de pauvreté. Et c'est vrai, mais il y a aussi des jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté. La seule petite différence, c'est quand vous avez 18 ou 20 ans, vous pouvez espérer que ça va s'améliorer. Quand vous en avez 85, c'est quand même beaucoup plus difficile de s'imaginer, je vais faire un petit boulot sur les marchés, quoi. Donc il y a aussi des perspectives qui ne seront pas les mêmes, parce que les gens ne sont pas dans le même niveau de santé, ainsi de suite. Et par ailleurs, ils se retrouvent avec des dépenses contraintes, qui sont celles liées à la perte d'autonomie pour une partie de ces personnes-là. Et du coup, service à la personne, il y a plutôt des aides, qui permettent d'ailleurs, des aides qui ont été améliorées. Même si vous ne payez pas d'impôt aujourd'hui, vous pouvez être directement remboursé. Voilà. Mais en revanche, vous êtes
en maison de retraite médicalisée, vous avez quasiment pas d'aide. Donc ça rend aussi les choses beaucoup plus compliquées pour un certain nombre de personnes. Donc on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, il est 11h27, nous allons observer une petite pause. Ensuite, nous prendrons Mohamed, qui est à Perpignan, qui est retraité et propriétaire et qui touche une retraite de 1100 €. Je dois choisir entre chauffer ma maison ou mieux me nourrir. Tous les retraités ne sont pas des privilégiés. Témoignage de Mohamed. Dans quelques minutes, vous êtes sur Sud Radio, il est 11h27. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. En France, les retraités sont-ils des privilégiés? C'est notre débat. Ce matin, entre 11h et midi sur Sud Radio, témoignage de Mohamed qui habite Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités, bonjour aux auditeurs. Alors allez-y Mohamed. Voilà, je suis retraité depuis quelques années. J'ai une maison que j'ai construite il y a 40 ans. Donc j'ai écouté attentivement votre invité, Monsieur Serge Guérin, je crois. Oui, Serge Guérin, oui. Et j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas tout à fait le sujet parce qu'il parle des intérêts. J'ai pris un emprunt sur 20 ans. À l'époque, c'était progressif. Donc, je suis arrivé, au bout de 20 ans, j'ai payé 14,70% d'intérêt. Oui. Chaque année, je prenais 4% d'intérêt. Oui. Donc, j'ai une retraite, j'ai cotisé 46 ans et demi, j'ai une retraite de 1156 €. Oui. Donc, ma maison est vieillie. Donc, j'ai le choix entre entretenir ma maison, me chauffer, me soigner. Ce qu'il oublie, M. Guérin, c'est que les retraités, ils sont âgés, donc on leur fait payer les complémentaires santé très chers. Moi, concernant, je paye 153 € par mois. Plus, souvent, les retraités aident leurs enfants parce que leurs enfants sont en difficulté. C'est vrai. Et voilà, je veux dire, moi, j'ai pas hérité, c'est-à-dire que j'ai construit ma maison avec ma sueur et mon sang, personne ne m'a donné un centime. Monsieur Guérin ferait mieux de se renseigner. Alors attendez, là vous mettez en cause Serge Guérin, mais c'est toute la table. Non, j'ai compris, Mohamed. Pas tout à fait le sujet. Mais j'ai compris. Bon, Mohamed, merci pour votre témoignage. Dans tous les cas, vous dites tous les retraités ne sont pas des privilégiés. Vous le dites à travers votre exemple personnel. C'est aussi Bruno Coquet qui était plus ou moins mis en cause, mais Mathieu Slama aussi, non, c'est toute la table, moi aussi d'ailleurs. Bon, peu importe, on n'est pas là pour être mis en cause, on est là pour essayer d'expliquer. Alors, vous avez entendu ce que dit Mohamed. C'est vrai, lui, je sens qu'il est touché. Hein, il est touché qu'on puisse, à un moment donné ou à un autre, reprocher à des retraités qui, même s'ils sont propriétaires, touchent une petite retraite, qu'on puisse leur reprocher d'être un peu un poids pour la société. Serge Guérin. Et c'est Mohamed m'a pas très bien entendu puisque c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a un regard un peu condescendant. C'est pour ça que je parle de retraité-phobie. Il y a un côté un peu quand même les retraités. Il ferait mieux au moins d'être discret. Hein, il y a un truc un peu comme ça. Ils n'ont pas le droit de se plaindre tout ça parce qu'ils profitent du système. Mais ce que je disais, c'est il y en a évidemment, mais que globalement, faut pas oublier qu'il y a plein de gens, y compris quand ils sont propriétaires, qui même se retrouvent parfois enfermés d'être propriétaires parce que ça vaut plus grand chose, parce que parfois c'est des passoires énergétiques, donc ça leur coûte une fortune, y compris sur un plan écologique. Voilà. Donc il y a plein de problématiques derrière. Et que par ailleurs, il y a une problématique de santé. C'est ce que j'ai dit, attention, ils n'ont pas heureusement pas tous, et je rappelle que l'espérance de vie s'améliore, mais même que l'espérance de vie en bonne santé s'améliore. En revanche, les plus populaires, les retraités populaires, les plus fragiles, économiquement, socialement et tout ça, sont aussi eux qui ont une espérance de vie qui est plutôt moins longue. Hein, je rappelle, pour les hommes, il y a à peu près 13 ans d'écart d'espérance de vie, 12 entre les 5% les plus riches et 5% les plus pauvres. Juste un point, la retraite, c'est 1100 €, c'est ça? Oui, 1150 €. Ben moi, je trouve ça scandaleux qu'en France, on puisse avoir une retraite aussi basse. Moi, je trouve ça inadmissible. C'est quasiment le seuil de pauvreté. Enfin, c'est quasiment au niveau du seuil de pauvreté. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est pour ça qu'il fallait aussi une part de retraite par capitalisation, non? Bah non, parce que la retraite par capitalisation, ça va bénéficier, à mon avis, aux plus riches. Mais non, mais ça repose la question, encore une fois, du côté redistribution. C'est-à-dire qu'il y a des écarts de retraite qui, à mon avis, sont injustifiables. Bruno Coquet. Enfin, moi, ce que ça m'inspire, ce qu'on a dit quand même, c'est que... j'ai dit tout à l'heure que les retraités d'aujourd'hui étaient les héritiers d'une période privilégiée. Oui. Néanmoins, nous ne sommes plus dans cette période et il y a un appauvrissement général du pays.
Oui. On ne va pas dire déclassement, etc. Et donc, du coup, dans cet appauvrissement général, il faut voir comment on répartit la charge. Donc, il faut faire des réformes structurelles. Une réforme structurelle, ça veut dire que vous mettez tout le monde autour de la table, y compris les retraités, et que vous écoutez un peu tout le monde, et que il y a une espèce de consensus social qui permet de faire une réforme équilibrée, comme il est dit. Alors, là, on est en présence d'une réforme paramétrique, budgétaire. Justement, donc, c'est très, très différent. Le fond du problème, c'est que fallait-il continuer toujours cette même réforme et continuer toujours ce système par répartition qui arrive peut-être à bout de souffle. Je pose simplement la question. Est-ce que le système par répartition arrive à bout de souffle? C'est un autre débat. On est d'accord. Mais moi, je trouve que c'est le cœur du débat. C'est le cœur. Pour moi, c'est le cœur du débat parce que c'est la question de la solidarité, la question de notre conception de la solidarité, notre conception du rapport de la solidarité intergénérationnelle. Et d'autre part, j'ajouterais une chose, c'est que la réforme là actuellement en cours, pour moi, elle va contre le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, et je crois qu'on l'a un peu abordé, c'est de travailler un peu moins, de trouver des activités en dehors du travail. C'est tout ce qu'on disait d'ailleurs. Et finalement, on dit la retraite, c'est l'enfer, parce qu'il y a ça dans les esprits, c'est dire à la retraite, c'est une mort sociale. Mais si vous travaillez moins, il va falloir financer les retraites de ceux. Eh ben oui. Et pour les financements, on peut trouver, et ce financement, il se trouve encore une fois, plus de 150 milliards d'aides aux entreprises. On trouve des financements pour les retraites. Voilà. Oui, mais enfin, si l'entreprise n'est pas aidée, peut-être qu'elle ne va pas fournir de travail, peut-être que c'est un cercle vicieux. Enfin, attendez. Après, bien sûr qu'il y a il s'agit de sauver un système. Moi, je pense que quand on sauve un système, tout le monde participe. Donc les retraités doivent participer. Oui, la question se pose, en tout cas. Après, qui participe à quel titre, pour quel montant, c'est une question de débat. Moi, je n'ai pas de réponse à ce point. Le retraité participe. Moi, ce que je vois de cette réforme, c'est une réforme purement paramétrique. Oui. Et on pouvait faire la réforme la plus bête, c'est-à-dire de demain matin, tout le monde passe à 64 ans avec 43 ans de cotisation. Là, on dit c'est pas demain matin, c'est sur les 7 années à venir. Et quand on regarde bien, la réforme, elle ne change pas la situation des gens déjà partis ou qui partiront avant le 1er septembre, et elle ne change pas la situation des gens qui vont partir après 2030, puisque quand on regarde le rapport du corps, on sait que ces gens-là seraient de toute façon partis à peu près à 64 ans en moyenne. Oui. Donc, l'ensemble de la réforme pèse sur les 7 générations de retraités, quel que soit leur âge d'ailleurs, au moment de la retraite, qu'ils partent tôt ou pas tôt, à un âge précoce ou pas. Donc l'ensemble de la réforme, c'est-à-dire à peu près 40 milliards d'euros, c'est un impôt sur les 7 prochaines générations de retraités. Ça, c'est parfaitement inégalitaire. Je comprends. Alors, je voudrais quand même revenir. C'est vrai. Je me retrouve dedans d'ailleurs. Je voudrais, c'est vrai, revenir sur. Il y a des hommes politiques qui avaient lancé l'idée de retirer le droit de vote aux retraités au-delà d'un certain âge. Oui, ça a été évoqué. Est-ce qu'on doit aller jusque-là ? Ah non, ça c'est une regrettez le vote des retraités, mais vous n'y n'allez pas. Non, mais parce que moi, vous savez, je suis un défenseur des droits de l'homme et des droits fondamentaux, et ça sera une attente inadmissible à la fois aux droits fondamentaux, à l'égalité entre les citoyens. Enfin, c'est la pire des solutions. Mais alors, quand même, il faut s'interroger comment on en arrive à débattre de ça. Voilà. Et je reviens à cette question du vote, parce que vous m'accusiez un peu, Jean-Jacques Bourdin, de politiser un peu, et vous avez raison, je politise trop, mais la vraie question, c'est comment on en arrive dans une situation où le système politique français est kidnappé, enfin le terme un peu formé, capté par le vote des seniors. Voilà. Comment on en arrive là où c'est Parce finalement... que d'abord, les seniors sont de plus en plus nombreux. Non, mais les autres... c'est vrai. Mais proportionnellement, ils votent beaucoup plus. Proportionnellement, ils votent beaucoup plus. Ça veut dire que moi, qui suis... vous n'allez pas leur reprocher d'aller voter. Ils vont voter. Il faut demander à ceux qui ne vont pas voter d'y aller. Oui, mais pourquoi? Il faut lutter contre l'abstention. Oui, mais pourquoi les jeunes ne vont pas voter? C'est qu'ils sont résignés, c'est qu'ils sont pas contents, c'est qu'ils sont en désaccord avec ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux où finalement, on a un système qui profite aux plus âgés et aux plus aisés, je mets les deux ensemble, et qui est de plus en plus défavorable aux plus jeunes, et ça s'entretient en permanence à cause de quoi? À cause de cette histoire de vote. Et ça, il va falloir trouver une solution à cette question de l'abstention. Oui, mais lorsque vous... Attention à ne pas insinuer, je ne dis pas ça pour vous, à ne pas insinuer que les retraités font le vote parce qu'ils sont riches, qu'ils veulent préserver des acquis. Non. Je ne pense pas ça.
Je ne sais pas, vous pensez cela? Non, pas du tout. Certains, mais pas tous. En plus, là encore, tous les retraités votent pas de la même manière. Alors, dans la science politique, c'était globalement les jeunes sont modernes et votent à gauche. Et les vieux sont des ringards et votent à droite. Ça a fait le discours là. Et c'est fini depuis bien longtemps. Et quand on montre ça, les jeunes votent Rassemblement National pour beaucoup. Voilà. Donc je suis pas tout à fait d'accord. L'électorat de Macron est majoritairement. En tout cas, les retraités, les retraités ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas Macron. Et deux, non, mais première réalité, c'est un fait politique. Mais oui, non, mais c'est un fait, c'est normal. Il y a plus de gens âgés qu'avant. Donc, voilà, ça c'est quand même le premier fait. Il y a 17 millions de retraités et ils votent tous. Voilà. Et c'est vrai qu'ils votent plus que les plus jeunes. Voilà. Alors après, on peut dire pourquoi les jeunes ne votent pas. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on regarde par exemple sur les classes populaires, les jeunes votent énormément. Alors les classes populaires globales votent plutôt Front National ou équivalent, et les classes populaires banlieue, on va dire, un peu communautarisées, votent plutôt extrême gauche, NUPES. Enfin, le premier vote des jeunes et des classes populaires, c'est l'abstention quand même. Il faut le dire. Oui. Mais je sais bien que ça vous fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Ça, c'est une réalité. Et ceux qui ont bloqué en partie, par exemple sur le Front National, c'est plutôt les plus âgés qui votent conservateur. Le Rassemblement National. Voilà. C'est vrai que le discours habituel des sciences politiques, il s'est pris un peu un coup parce que c'est plus pareil qu'avant. Voilà. Après, et l'élément majeur, qu'on retrouve d'ailleurs à peu près dans toutes les catégories d'âge, c'est l'abstention. Qui fait que, après, il faut s'interroger. Pourquoi notre système fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pas envie d'aller voter, qui se déplacent pas. Mais en tout cas, la question sociale, elle reste là. Elle se traduit pas nécessairement de la même manière parce que c'est pas qu'une question sociale, c'est aussi une question d'insécurité culturelle, c'est une question de mode de vie, tout ce qu'on voudra. Mais tout ça, ça joue et ça joue très très fortement. Et c'est vrai que le discours de dire, on va y répondre. Il y en a qui votent pas bien et du coup on va leur interdire de voter parce que c'est un peu ça. Ou bien le discours c'était, il y a un politologue suisse qui avait fait un système, à 18 ans vous avez un droit de vote 2, à 19 ans c'est 1,99, puis chaque année ça baisse un peu. Oui. C'est-à-dire que votre vote n'a pas la même valeur selon l'âge. En considérant que puisque vous allez être moins concerné dans les années qui viennent, c'est normal que vous votiez moins. Vous voyez le truc. On en est là. Évidemment, mais vous voyez juste sur la crise climatique par exemple. Moi je suis désolé mais il y a un vrai sujet parce qu'il est évident que les personnes âgées sont beaucoup moins concernées par l'impact de la crise climatique. C'est totalement faux. Si vous aviez 80 ans et si vous preniez le réchauffement climatique, je vous assure que vous diriez pas ça. Mais parce que ceux qui vont être impactés, c'est ceux dans 30, 40 ans. C'est maintenant, mon pauvre ami. Bien sûr que c'est déjà maintenant, mais dans 30, 40 ans, ça va être bien pire. Des conneries comme ça, on bouge pas maintenant. Ça va être bien pire. C'est parce qu'on est impacté maintenant qu'il faut le faire. Ce que je dis, c'est que là, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et les gens de 80 ans, deux choses. Les gens de 80 ans, ils sont concernés parce qu'ils ont chaud eux aussi, et même ils sont plus fragiles. Et deux, vous savez un truc, c'est qu'ils s'intéressent à la vie de leurs petits-enfants. Mais pourquoi ils ne votent pas alors? Pourquoi ils ne votent pas pour des partis? Peut-être parce que l'approche écologique des partis dont vous parlez n'est pas. Là, vous avez un biais idéologique là. 11h43 sur Radio Bruno Coquet. Je vais donner la parole à Bruno Coquet. Non, mais juste après la pub. Pardonnez-nous, vous êtes un peu. Non, mais c'est le jeu, c'est le débat. C'est très intéressant. La question climatique sur les retraités, concernant les retraités, l'attitude des retraités, c'est très intéressant. À tout de suite, 11h43. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h47. Alors, est-ce qu'il y a en France une retraité-phobie? Tiens, à propos du climat et de la défense de notre environnement, est-ce que les retraités se moquent de leur environnement? Mathieu Slama, est-ce que... Non, oui, je dis une chose, parce que là je suis en train de passer pour le méchant qui attaque les vieux alors que pas du tout. Je dis que une majorité de seniors, de retraités, etc., votent pour des partis anti-écologiques. Or, ce que je dis, c'est qu'ils sont eux-mêmes déjà impactés. On a vu l'été qu'on a passé, qui était effrayant. Ils sont par les canicules, etc. Ils sont impactés par la crise écologique. Et c'est surtout leurs enfants et leurs petits-enfants qui vont être encore plus impactés par la crise écologique. Et je reviens à la question. Mieux l'environnement que beaucoup de jeunes. Non, moi, j'en sais rien. Je pense que certains le défendent. Mais vous voyez qui aujourd'hui milite? Cultive des légumes. Mais regardez, qui aujourd'hui, majoritairement, milite pour l'écologie, etc. C'est les jeunes. Moi, j'aimerais bien voir. Moi, vous savez quoi? J'aimerais voir plus de seniors, il y en a quelques-uns, de vieux, qui bloquent les routes, qui font des actions en faveur du climat, etc. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une solidarité intergénérationnelle par rapport aux questions du climat. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Voilà ce que je dis. Parce que vous pensez que les jeunes défendent l'environnement? Parce que vous pensez que les jeunes qui consomment plus que n'importe qui, je ne sais pas moi, des téléphones, des avions, des vêtements, alors là, vous faites fabriqués. Mais non, mais vous faites de la jeunophobie. Mais non, je ne fais pas de la jeunophobie, mais je regarde la réalité de la vie.
Non, vous avez raison. Bruno Coquet. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être binaire. Il n'y a pas les vieux cons carnivores et puis les jeunes éveillés et herbivores. Donc, je crois que non. Donc, du coup, voilà. Donc, je pense que et puis après, il y a des êtres humains, donc ils ont des scrupules. Même s'ils penchent d'un côté, leur vote penche d'un côté, ça ne veut pas dire qu'ils penchent, qu'il est exclusif, qu'ils ne pensent à rien, à commencer pas à leurs petits enfants, pas à leurs climatiseurs, pas à je ne sais quoi. Et donc, du coup. Je pense que c'est vrai en général et je pense que c'est vrai pour la retraite en particulier. Je pense qu'il y a des retraités qui se sentent privilégiés et tout à l'heure l'auditeur disait bien il aide ses petits-enfants ça veut dire que quelque part il se sent privilégié par rapport à ses petits-enfants quand même. Et ça, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça montre quand même qu'il y a un déclassement. Et même des gens relativement pauvres comme cet auditeur, eh bien on voit bien qu'à la fois ils ont un scrupule et puis qu'ils intègrent que c'est plus pareil qu'avant. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut intégrer ces gens dans une réforme. Ces gens, ils ne sont pas intégrés dans la réforme. Mais personne. Non. Si on écoute les syndicats, on nous dit, on nous a reçus, voilà, on a eu à boire et à manger, et puis après, on ne nous a pas écoutés. Mais, et puis c'est tout. On a reçu un ou deux partis politiques, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc, du coup, ça, c'est pas une réforme structurelle, c'est pas une réforme qui sauve un système, qui soit par répartition ou autre. C'est pas une réforme de contrat social en quelque sorte. Le contrat social doit changer d'une certaine manière. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on peut le changer qu'avec des paramètres ? Moi, je ne le crois pas. Bon, Serge Guérin, je voudrais finir sur l'environnement, sur le rôle des retraités dans notre société, qui est majeur aujourd'hui, majeur. Absolument. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si on est sur la question de l'écologie, c'est pas un fait de génération, c'est pas un fait d'âge. C'est pas parce que les jeunes de 20 ans d'un seul coup auraient la révélation. C'est juste que la question du réchauffement climatique, tout le monde se le prend dans le visage. Et tout le monde l'a intégré à peu près au même moment. Donc parfois, il y a des gens qui avaient 80 ans quand on en a vraiment parlé, et d'autres qui avaient 15 ans quand on en a vraiment parlé. Donc il y a un effet, je dirais, d'environnement, justement, d'environnement social. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Je rappelle, René Dumont, quand il se présente en 1974, qui était âgé. C'était pas un gamin qui était agronome et ainsi de suite, qui avait un expert, un spécialiste qui dit attention, lui il parle de l'eau, ainsi de suite. Il parle pas du réchauffement climatique parce que les spécialistes à l'époque n'en parlaient pas. Voilà. Et donc on le savait pas ou vraiment. Donc voilà. Exxon en parlait. Voilà. Arun Taziev a commencé à en parler assez vite, ainsi de suite. Là encore, des gens qui n'étaient pas des gamins, encore une fois. Donc voilà. Mais c'est devenu vraiment quelque chose d'hyper visible. Finalement, ça fait des années qu'un certain nombre de gens leur disent attention. Voilà. Aujourd'hui, que vous ayez 20 ans ou vous en ayez 80, vous avez bien compris qu'il y avait. Je rappelle que quand il y a 20 ans, quelqu'un d'un peu âgé disait il y a plus de saison. Tout le monde le traitait d'un ringard, d'idiot. Or, quand ces personnes-là disaient il y a plus de saison, elles intervenaient là-dessus. Et les jeunes les regardaient en disant c'est pas de quoi il parle. Moi, je trouve très optimiste. Moi, je trouve très optimiste de dire que tout le monde maintenant est tout à fait conscient de la crise climatique. Voilà, moi, j'en suis pas du tout convaincu. Je veux dire, j'en suis pas du tout convaincu de cet aspect-là. Je crois que tout le monde est. Évidemment, il y a des Trump et tout ça. Globalement, tout le monde a compris qu'il y avait une problématique, ne serait-ce que cette année avec le réchauffement climatique. Après, quand je dis tout le monde, j'exagère. Enfin. La majorité de la population a compris qu'il y a un fait culturel, on pourrait dire, assez fort. Et encore une fois, que les gens aient 15 ans ou 85 ans. Après, comment ils le traduisent en termes de... Parce que on peut aller faire des marches. Et quand vous allez regarder des marches climat, vous avez beaucoup de très jeunes et vous avez beaucoup de très vieux. C'est l'entre-deux qui manque d'ailleurs. Mais vous pouvez faire une marche climat. J'ai fait quelques-unes, je regardais, et ça n'empêche pas un certain nombre de personnes de balancer leurs cigarettes par terre. Donc voilà, entre la sensibilisation et le comportement, il y a un sacré décalage. Parce que c'est difficile. Mais alors comment vous expliquez, comment vous expliquez du coup cette espèce de sentiment, vous savez, le hockey boomer? C'est-à-dire qu'en gros, non mais alors, vous comprenez rien à la question climatique, et finalement l'idée que les jeunes se sentent de plus en plus, se sentent seuls par rapport à leur combat, parce que de plus en plus de jeunes quand même s'engagent dans le combat climatique, et ont le sentiment qu'en fait finalement ils sont vus non seulement de très haut par leurs aînés, et puis aussi avec un certain mépris, et puis une certaine inconscience. C'est de tout temps les jeunes ont eu le sentiment d'être vus comme puérils par leurs aînés. Oui, ça c'est le petit conflit de génération. Mais là où vous êtes optimiste, c'est de dire les jeunes. Il y a 20% des jeunes qui sont très impliqués, très engagés. Ça veut dire quand même 80% qui sont pas... Qui sont consommateurs avant tout. Partons individualistes et consommateurs, les jeunes comme les vieux. Et de streaming. Je sors de mon séminaire, j'ai fait à l'INSEC un séminaire Green Business Week. Pour justement parler de ça, avec des jeunes d'école de commerce et tout ça. Il y en a qui sont très sensibilisés, d'autres beaucoup moins. Et l'enjeu, c'est de montrer aussi les enjeux, y compris économiques, y compris de carrière, y compris de profession, et ainsi
ainsi de suite, de montrer que c'est pas seulement une pénalité, c'est pas seulement une punition, il y a aussi quelque chose d'autre avec l'écologie qui peut être de changer un système, y compris sur la question de l'âge, du care, par exemple, de dire une société plus écologique pourrait être ou devrait être une société aussi plus attentive, par exemple, aux personnes fragiles. Mais l'idée de sobriété, on intègre des gens plus âgés. Vous savez, la sobriété, les gens très âgés, ils sont très sobres. Oui. Pour des raisons parfois économiques. Mohamed. Exactement. Voilà. Les gens qui vivent dans la sobriété sont les plus pauvres. Voilà, ça, vous consommez aussi différemment. Vous avez en effet du jardinage. Du jardinage, ça vous permet de faire une économie de pouvoir d'achat parce que vos tomates, vous les mangez. Ou parfois vous les offrez aux petits-enfants, ainsi de suite. Mais en même temps, vous faites un peu d'exercice physique et vous n'utilisez pas tous les intrants possibles, imaginables. Et vous protégez la planète. Et oui. Et du coup, on voit bien que les choses. Et par exemple, tout ce qui est jardin partagé, dans le monde HLM, c'est souvent des jeunes et des vieux qui vont partager. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se font. Alors, c'est à bas bruit. Et c'est pas à travers des votes. Mais peut-être parce que l'offre ne leur correspond pas. Peut-être qu'il y a une manière de parler d'écologie par les partis écologistes ou d'autres. Peut-être qu'il y a une question aussi de communication. C'est pas seulement la faute des méchants électeurs. C'est peut-être aussi l'offre. Vaste débat sur l'écologie politique ou en effet, l'écologie que doit être l'écologie. C'était distingué en étant sur le hockey boomer. Qui est une jeune députée écologiste, tout ça, qui était d'ailleurs attaquée par un idiot, par un senior qui lui disait, et donc il lui dit ok boomer. Mais du coup, cette espèce de formule de mépris oppose. Et encore une fois, par exemple, le recyclage, il est plutôt plus pratiqué par des gens âgés. Mais il y a d'autres éléments, par exemple sur le plastique, c'est l'inverse. Parce que pour les gens âgés, le plastique, ça a été aussi la modernité. Donc voilà, il y a aussi des cultures différentes. En revanche, pour les plus jeunes, ils vont être peut-être plus intensifs. Ils vont être plus habitués. Il y a aussi plein de choses. Donc du coup, c'est aussi comment on arrive à ce que là, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. C'est les retraites, le sujet du jour, je crois. Mais c'est les retraites. Oui, mais il y a un petit lien. Parce que, il y a un lien. Oui, bien sûr qu'il y a des liens, parce que c'est ce que vous disiez sur la notion de contrat social. On ne peut pas faire la réforme des retraites, par exemple, sans s'intéresser aux retraités. Enfin, il y a quelque chose de... Sans parler de l'emploi des seniors. Et sans parler de prévention qui est aussi une notion écologique. La réforme des retraites, on va en parler puisqu'Olivier Dussopt va vous succéder. Il sera là, le ministre du Travail, c'est lui qui porte cette réforme. J'ai des quantités de questions à lui poser, vous l'imaginez. Il est 11h55. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne de Sud Radio.